Donc je vais effectivement me faire le porte-parole de mes camarades, Zénaïde Leca, collègue du service régional, et Bastien Lefebvre de l'université Toulouse-Jean Jaurès, pour vous présenter les résultats d'une petite opération que nous avons menée à trois. Donc c'est une opération modeste en comparaison de ce qui vous a été présenté plus tôt dans la journée. Alors cette affaire a concerné une tour, la tour des Hauts-Murat, qui est une tour de l'enceinte urbaine de Toulouse, enceinte bâtie durant la première moitié du 1er siècle et qu'on connaît relativement bien, notamment depuis les travaux de Michel Labrousse, de Georges Bacrabert, puis de Raphaël de Filippo, qui l'a étudié en détail dans le cadre de la fouille qu'il avait réalisée au niveau de l'ancienne hôpital Larrey dans ce secteur. Donc je passe très vite, d'autant que Laurent en a parlé plus tôt dans la journée. C'est une enceinte qui couvre une superficie de 90 hectares, qui s'étend sur approximativement 3 km de long et qui constitue l'ouvrage finalement le mieux connu de la ville du Haut-Empire, puisque le plan que vous voyez à l'écran ressemble un petit peu à une coquille vide. On connaît finalement assez peu de choses de la ville antique, mais l'enceinte, pour sa part, est bien connue. Cette enceinte connaît un certain nombre de modifications au cours du Moyen-Âge, qui sont principalement documentées en partie sud, grâce à l'archéologie préventive et aux résultats des différentes opérations qui ont été effectuées dans le cadre des travaux autour de la cité judiciaire au cours des années 90 et 2000. Donc je m'appuierai principalement sur ces opérations-là pour vous les exposer, même si Laurent en a un petit peu parlé. Les premières modifications concernent le creusement d'un fossé dit carolingien, puisqu'il a été ouvert dans la deuxième moitié du 9e siècle, sans doute pour faire face au siège qu'a subi Toulouse à cette époque. Au XIIIe siècle, le fossé majeur et le fossé des Lys ont été creusés en avant de l'enceinte dans le cadre des différents événements militaires qu'a connu la ville à cette époque, et notamment la croisade contre les Albigeois. Les suites de cette croisade ont eu des effets directs sur l'enceinte, puisque le comte de Toulouse ayant choisi le mauvais camp, le roi l'a condamné à abattre ses murs par le traité de Paris en 1229. Il semblerait que les murs aient été remontés, réélevés assez rapidement par la suite. Et toujours durant le XIIIe siècle, l'enceinte a été doublée en partie sud par de nouvelles fortifications autour du château comtal, devenu château royal à partir des années 1270, pour constituer un véritable quartier qu'on pourrait qualifier d'administratif, si on voulait faire un anachronisme, mais qui englobe différents bâtiments liés au pouvoir royal. Et la tour des Hauts-Murat, qui nous a occupés, est au cœur de ces préoccupations, puisqu'elle est située en partie nord-est de ce quartier royal. Elle a été effectivement englobée dans ce nouveau secteur, qui a été, à la suite de différents rachats de terrain par le roi, édifié à l'extrême fin du XIIIe siècle, vraisemblablement entre les années 1278 et 1287. Alors la tour des Hauts-Murat est une des rares tours de l'enceinte qui est intégralement conservée, a priori. En tout cas, elle s'élève sur plus d'une dizaine de mètres de haut. Elle est conservée sur 2 niveaux. Mais malgré tout, elle n'a pas suscité un intérêt très poussé des chercheurs. Certains s'y sont intéressés, notamment depuis la fin du XIXe siècle, le premier étant Joseph de Malafosse, qui a effectué une visite des lieux dans les années 1890, lui a succédé Jules Chaland au début du XXe siècle, et différents chercheurs, Michel Labrousse, André Sautou et Raphaël de Filippo, dont je vous ai parlé précédemment, qui ont chacun émis différentes hypothèses chronologiques par rapport à cette tour. Certains pensaient qu'elle était intégralement antique et intégralement préservée. D'autres, au contraire, nous disent qu'elle a été remontée totalement dans le cadre des suites de la croisade contre les Albigeois, et certains pensent même qu'elle est d'époque moderne. Mais bon, chacune de ces hypothèses ne s'appuie que sur des impressions, finalement, puisqu'aucune étude précise n'a été effectuée. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles nous sommes intervenus à la demande du propriétaire des lieux,
Comme je suis allé un petit peu trop vite, je ne vous en ai pas parlé et je vais le faire à présent. Le propriétaire des lieux, qui est un bailleur social, le groupe des Chalets, qui a récupéré la propriété de cet espace, l'enclos des Hauts-Murat, qui, depuis la fin du XIIIe siècle, était une prison. Puisque à la suite de l'extension des fortifications, l'enclos des Hauts-Murat, que vous avez représenté ici, avait été cédé par le roi aux frères prêcheurs pour qu'ils y construisent la prison de l'Inquisition. Et donc depuis la fin du XIIIe siècle, cette fonction s'est maintenue jusque dans les années 1960. La réaffectation finalement de cet espace est assez récente et le propriétaire actuel, qui a racheté les lieux à l'État, y a fait construire un ensemble immobilier qui donc comporte des logements sociaux et une crèche. Et ce projet a été précédé par une fouille d'archéologie préventive, puisque ce projet nécessitait la démolition de la prison. Et donc c'est une fouille qui a été effectuée sous la direction de Christophe Calmès en 2017-2018 et qui fait suite à de premières investigations depuis les années 90 et 2000 sur place. Donc ces différentes opérations ont concerné à la fois les élévations et le sous-sol, mais la tour est toujours restée à l'écart de ces recherches. Alors le groupe des Chalets, qui est propriétaire des lieux, souhaite construire un projet. Là, on est dans le cadre de l'archéologie programmée, c'est différent de l'archéologie préventive où les opérations sont justifiées par les projets d'aménagement. Là, on est avant le projet. Il s'agit d'une étude qui est censée nourrir le projet qui a été confié à un architecte du patrimoine pour cette tour qui, à l'heure actuelle, est désaffectée et que le propriétaire souhaiterait utiliser et mettre en valeur. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes intervenus en 2024 en réalisant différents sondages au sol, à l'étage et au rez-de-chaussée, sondages sur lesquels je passerai très rapidement puisque les résultats sont assez maigres, et qui ont été couplés à une analyse des élévations au rez-de-chaussée, qui était intégralement accessible, mais également à l'étage où, là en revanche, les maçonneries étaient couvertes par un enduit au ciment qu'il a fallu déposer sur une bande qui a fait la circonférence totale du parement interne de la tour, qui nous a permis de réaliser quelques observations. Donc c'est une opération modeste qui nous a néanmoins permis d'aboutir à quelques hypothèses qui seront très probablement remise en cause lorsque des travaux plus poussés pourront être menés, peut-être dans le cadre de la restauration de la tour. Alors, ces hypothèses sont d'abord chronologiques. Derrière ce relevé chatoyant se cachent différentes phases d'aménagement de la tour. Alors, il s'agit d'un relevé en développé du parement interne de la tour, qui évidemment est circulaire, mais on vous le présente en développé puisque c'était plus difficile de vous montrer les choses en 3 dimensions. Donc l'état le plus ancien que nous avons détecté se réduit finalement à cette zone que vous avez ici et qui est une portion de maçonnerie vraisemblablement antique. Alors, je vous ai dit que les sondages avaient donné très peu de résultats, notamment en termes de mobilier. Toutes ces couches étaient très récentes et donc nous n'avons pas de niveau sédimentaire en lien direct avec les étangs antiques et médiévaux de la tour, tant et si bien que l'analyse s'appuie essentiellement sur la chronologie relative, donc la succession des différentes parties de la construction, et sur d'autres critères que je vous détaillerai par la suite. Il semblerait que cette portion stratigraphiquement la plus ancienne corresponde au Haut-Empire et donc à la tour d'origine, puisqu'elle est au contact de la courtine qui se développe au sud-ouest. Cette maçonnerie présente un appareil très régulier, avec des briques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui correspondent à des dimensions qui sont bien connues et qui sont celles qui sont employées dans le mur d'enceinte, avec un appareillage très régulier, des joints fins aux dimensions très homogènes, contrairement à la partie qui se développe au-dessus. Et la partie qui se développe au-dessus constitue finalement l'intégralité de l'élévation de la tour, aussi bien au rez-de-chaussée qu'à l'étage, qui apparaît en violet à l'écran, et qui donc concerne à la fois le rez-de-chaussée et la partie supérieure. Alors,
Pour cette partie de la maçonnerie, je vous l'ai dit, en creux, vous l'aurez compris avec mes explications précédentes, on a affaire à un appareillage bien plus irrégulier, avec des briques de dimensions légèrement supérieures et des joints aux dimensions nettement moins homogènes. Au rez-de-chaussée, la tour se présente sous la forme d'une salle d'un peu plus de 8 mètres de diamètre interne, voûtée en coupole avec un oculus zénital qui a été bouché par la suite et qui se trouve à un petit peu plus de 5,50 m du sol actuel. Cet espace est composé à l'origine de seulement 3 ouvertures, aucune porte n'a été identifiée. Alors, là, je vous dis ça avec prudence, puisque le niveau de sol médiéval n'a pas été identifié. Il est sans doute bien plus bas que le niveau de sol actuel. Toujours est-il que l'examen des parements internes n'a révélé la trace d'aucune porte. Donc les seules ouvertures de la construction d'origine, qui est une reconstruction, sont 3 baies qui servaient probablement à éclairer la pièce. Alors, si cette absence d'ouverture pourrait paraître logique pour un ouvrage défensif, qu'on cherche évidemment à protéger, à plus forte raison au rez-de-chaussée, on remarque aussi qu'il n'y a aucune circulation interne entre le rez-de-chaussée et l'étage. Et finalement, le seul accès, si tant est qu'il n'y ait vraiment pas de porte, se trouvait au niveau de l'oculus. Donc on peut se demander si on n'avait pas affaire, dès l'origine, à un espace carcéral, une espèce de l'équivalent d'un cul de basse-fosse, qui aurait donc constitué une geôle dès cette époque. À l'étage, les choses sont un petit peu différentes, puisque nous avons différentes ouvertures, notamment 2 portes qui étaient ouvertes sur les courtines au sud-ouest et au nord-est, et qui communiquaient avec le chemin de ronde qui a été identifié sur ces courtines. 2 autres ouvertures, une fenêtre, et une autre baie aux dimensions qui est située à côté de l'une des 2 portes qui ouvraient sur le chemin de ronde, mais qui présente des dimensions un petit peu inférieures, plus basses et plus étroites, et pour laquelle on se demande si nous n'avons pas affaire à un accès à des latrines, qui constituerait donc un élément de confort pour cet espace, dans la mesure où, à l'extérieur de la tour, on distingue à ce niveau-là, englobé dans la fortification de la fin du XIIIe siècle, ce qui pourrait constituer le coffre en encorbellement des latrines. Donc, en ce qui concerne la fonction de cet étage, là, on a clairement affaire à un espace lié aux défenses, très probablement utilisé par la garnison dans le cadre de ces missions. En ce qui concerne la chronologie, je vous l'ai dit, les seuls éléments dont nous disposons sont la chronologie relative. On sait que c'est postérieur à la portion de maçonnerie très mal conservée que je vous ai montré en premier. Et en revanche, nous n'avons pas d'éléments de chronologie absolue. Donc, c'est pour cette raison que nous avons effectué des prélèvements dans des charbons qui étaient conservés dans les mortiers de la construction et que nous avons fait dater au carbone 14. Alors, 2 charbons ont été prélevés au rez-de-chaussée et 2 à l'étage. Et les résultats sont plutôt bons puisqu'on a obtenu, en corrélant les différents résultats, des fourchettes assez homogènes et finalement assez resserrées autour du milieu du XIIIe siècle. Donc il semblerait que la reconstruction ait été effectuée après cette période. Le deuxième état médiéval de la tour se manifeste uniquement par le bouchage de certaines des ouvertures que je vous ai présentées précédemment. Alors c'est le cas de 2 des 3 baies du rez-de-chaussée que vous avez ici, donc par là, donc 2 jours qui servaient à l'éclairage initialement, et c'est aussi le cas à l'étage d'une des portes qui ouvraient sur le chemin de ronde au nord-est. Vous le voyez sur l'image à droite, une des 2 flèches, donc l'ouverture 18, qui est la porte qui ouvrait sur le chemin de ronde, et très probablement l'accès aux latrines, l'ouverture 17, immédiatement au sud. Alors, on remarque que 3 de ces 4 ouvertures avaient perdu de leur utilité lorsqu'a été construite la fortification de la fin du XIIIe siècle,
qui est représenté en bleu-gris à l'image. Et donc, il est fort probable que ces bouchages aient été effectués à cette période, puisque les occupants n'avaient plus besoin, ou l'usage en tout cas, de ces ouvertures. Tant et si bien qu'on a très probablement affaire à une modification de la tour très tôt, après sa reconstruction, à la fin du XIIIe siècle. Alors cette période, je l'ai dit un petit peu rapidement au début, c'est aussi celle durant laquelle s'installent les dominicains sur place pour y établir leur prison. Et donc à cette époque-là, la tour faisait très probablement partie des aménagements carcéraux construits à cette époque. Alors, comme le temps tourne, je vais passer un petit peu plus vite sur les aménagements modernes qu'il faut entendre au sens large, époque moderne, 16e, 18e siècle, puisque là encore, les éléments de datation sont assez maigres. Ils sont d'ordre stylistique avec l'oculus qui a été ouvert, placé en façade extérieure au niveau d'une des baies médiévales qui avait été prévue dans la maçonnerie d'origine, un type d'oculus qu'on retrouve dans les bâtiments toulousains à partir du XVIe siècle. Une porte est ouverte au rez-de-chaussée, dont l'aspect est plutôt éloquent, on voit bien qu'on a affaire à une prison. Et à l'étage, une fenêtre qui est ouverte en complément de la précédente. Alors ces aménagements sont très probablement postérieurs au XVIe siècle, ils ne sont pas nécessairement contemporains les uns des autres, on n'a aucun élément pour le déterminer, mais on sait que pour certains d'entre eux, ils sont au moins antérieurs au milieu du XVIIIe siècle, puisqu'on commence à avoir des plans, comme ce plan de l'intendance de Languedoc, sur lequel figure la porte à gauche d'accès au rez-de-chaussée, ainsi que la fenêtre à l'étage. Alors sur ce plan, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, il est indiqué que la tour est une tour voûtée dont la couverture a été entièrement détruite. Alors on sait que cette couverture a été refaite avant le début du XIXe siècle, puisqu'on dispose également de plans du début de cette période, et notamment un plan du génie, puisque durant la période révolutionnaire, la prison est confiée à l'armée, donc c'est le génie qui est chargé d'effectuer les travaux sur place. Et l'un de ces plans, qui présente un projet pour l'année 1838, figure en partie centrale. Alors la copie que je vous présente est de mauvaise qualité, pardonnez-moi, mais on voit en partie centrale de la tour un dessin de forme carrée qui représente en fait le dé sur lequel est bâti le poteau qui soutient la charpente actuelle. Donc on sait qu'entre le milieu du XVIIIe siècle et le 1838 au plus tard est reconstruite la charpente. Alors ce plan présente différents projets qui n'ont sans doute pas tous été effectués, ils sont représentés en jaune sur le plan. Je pense notamment à l'un d'entre eux en partie haute de l'image, qui prévoyait très probablement la réouverture d'une des baies médiévales que je vous ai présentées précédemment. En revanche, tout en bas, vous voyez un nouveau dessin jaune qui montre qu'on a prévu de désaxer la porte d'accès à l'étage, qui ne communiquait plus avec la courtine, mais avec un escalier qui permettait de desservir un des espaces de la prison. Et effectivement, en retirant le sol actuel de l'étage de la tour, on a retrouvé le négatif de cette porte, qui montre donc que ce projet a effectivement été effectué. Alors c'est une porte qui, vous le voyez sans doute à gauche, sur la photo qui est en bas, qui a été reprise très récemment en 2022 dans le cadre des travaux de restauration qui ont concerné la courtine et qui ont consisté ici à réaxer sur le chemin de ronde qui a été restitué cet accès à la tour. Donc voilà pour les principaux résultats de cette opération qui, pour résumer à grands traits les choses, a montré que la tour antique avait été presque intégralement démantelée. Plus que la courtine, puisque la portion la plus ancienne de maçonnerie est située à plus d'1 mètre sous le niveau d'arasement antique de la courtine. Elle a vraisemblablement été intégralement reconstruite autour du milieu du XIIIe siècle,
et a connu des réaménagements dès la fin de ce siècle avec la construction des nouvelles fortifications d'époque royale. La tour va maintenant faire l'objet d'un travail par un architecte du patrimoine qui va, espérons-le, s'appuyer sur ces quelques résultats pour construire un projet de réaménagement, de restauration et, si possible, de mise en valeur des lieux qui permettra de compléter les différentes opérations qui ont été effectuées dans l'enclos des Hauts-Murat. Alors pour terminer, je me permettrai de signaler que cette opération s'inscrit à la suite d'une autre fouille qui avait été effectuée rue Bida en 2022-2023 et qui permet principalement de renouveler les connaissances sur les fortifications médiévales de la ville. Alors on connaît très bien l'enceinte antique, mais ces deux opérations ont montré que le réexamen de certaines portions de l'enceinte pouvait nous apporter des éléments complémentaires sur ces fortifications médiévales, puisque dans les deux cas, on a très vraisemblablement eu affaire à un démantèlement de ces défenses au cours du XIIIe siècle, avec une reconstruction assez rapide des murs de la ville. Donc d'autres secteurs de l'enceinte pourraient faire l'objet d'un réexamen et bénéficier d'une nouvelle lecture. Je pense notamment à la maison Seillant, qui est l'ancien lieu occupé par les dominicains également au XIIIe siècle, où portions d'enceinte donc de la courtine et de la tour, dite tour Saint-Dominique, présentent un certain nombre de traits communs avec la tour des Hauts-Murat. Donc affaire à suivre. Merci.